Bonjour et bienvenue dans Walatoua, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro d'octobre, un visage, celui d'Hassan El Oulali, le fondateur de Surf Insertion qui fête ses 25 ans. Autre figure, Joël Badina, le body surfer de la côte basque, l'homme qui fait corps avec l'océan. Enfin, dans notre rubrique à 360, gros plan sur l'e-foil, le foil version électrique. Mais on commence, comme chaque mois, par toutes les images de la planète surf. Le décor majestueux de la Californie, théâtre des mondiaux 2022. Bilan en demi-teinte pour l'équipe de France, certes championne du monde de relais et troisième du classement général par équipe, mais sans titre individuel, contrairement à la dernière édition. Belle performance tout de même pour Pauline Ado, médaille d'argent, 5 ans après avoir été couronnée. C'était à Biarritz. Super contente en fait du parcours, surtout après la première série de ce matin, arriver à passer dans les derniers moments sur la série de repêchage pour accéder à la finale. Après c'est sûr qu'on passe si près du titre, c'est toujours un petit truc qui manque. C'est la perf de la fin de l'été chez les jeunes. Nicolas Paulet, 18 ans, remporte le Pro Junior WSL de la Torche. Le Biarro est 6e européen avant la dernière étape aux Açores, qualificative pour la finale mondiale de la catégorie. Première finale, première victoire pour moi. Il y avait une super vague toute la compète. Nicolas Paulet! Avec Clément Rossero, le génial touche-à-tout d'Anglette, le spectacle est toujours à la hauteur et se suffit à lui-même. Depuis 25 ans, Surf Insertion permet à des centaines de jeunes de s'initier à la pratique de la discipline. Mais pour son fondateur, le surf est bien plus que ça. C'est une fenêtre sur le monde. Bonjour les filles, vous allez bien? Oui, ça va toi? Là, c'est un peu l'histoire du surf, et ça, c'est hyper intéressant. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Vous êtes en forme? Oui. Et vous? Parce que les vagues, ils sont... Déjà se vider la tête, puis même de rester dans l'eau, ça change de la vie de tous les jours. Donc ouais, forcément on apprend des nouvelles choses. Rien que là de faire le cours, on apprend forcément des nouvelles choses. Et c'est cool, ça fait sortir un peu, voilà. C'est un sport qui est magique, en fait. On croit que c'est un sport individualiste, mais c'est un sport de groupe. C'est ceux qui regardent les autres, qui commencent à monter, donc et c'est d'eux qu'ils apprennent. Et c'est comme dans la vie, au fait, l'adaptation qu'on peut avoir. Le surf, une école de la vie alors aussi? Le surf ne sert pas qu'à faire des champions. Le surf, ça peut être une école de la vie, dans le sens où il y a toutes les rythmiques, celle de la règle, c'est quand on n'écoute pas, la sanction elle est immédiate, et celle de l'écoute de soi, de tout ce qui est autour de soi, et de l'effort. Ça veut dire dans la vie, il faut s'adapter, savoir où est-ce qu'il y a la houle, pour maîtriser un environnement qui est compliqué. Et donc c'est une école de la vie, mais c'est un sport de l'humilité. Et ça c'est important. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez transmettre? Parce que quand vous faites ça, même vous aujourd'hui, vous avez 25 ans, Surf Insertion, c'est une magnifique réussite. Qu'est-ce que vous aimez le plus en fait? Transmettre vraiment, toujours, c'est ce qui vous anime en fait? Oui, je crois que, j'ai pas envie de dire dans la transmission, il y a la trans et puis la mission. Et donc, je ne suis pas un curé, mais quand même, je crois que beaucoup de gens, on est dans les discours, c'est très important. Mais à un moment donné, il faut conjuguer le verbe faire. Parce qu'il faut donner ce qu'on a reçu à un moment donné. Et la transmission, quand c'est avec un élément, et c'est ça aussi qui est la magie du surf, quand c'est avec un élément qui est là, qui est mouvant, qui
qui est debout presque à un moment donné, qui donne ses codes et qui réagit aussi par rapport à une jeunesse, quand on a la fougue et quand on n'écoute pas, la vague vous amène ailleurs et des choses comme ça. Et puis ça donne une règle. Au fait, voilà, c'est le concept de la règle. Donc ça, c'est hyper important. C'est un milieu qui est magnifique, mais c'est un milieu qui est fragile. Et c'est pour cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas dans l'environnement punitif au niveau de l'éco-citoyenneté. Mais la première des choses, c'est l'apprentissage. Avant de dire ne faites pas ça et ne faites pas ça, il faut partir avec les gamins qu'ils découvrent la chose. C'est la découverte. Qu'est-ce que c'est qu'une dune? Pourquoi le sable? Ça a l'air basique. C'est l'environnement social, au fait, à un moment donné, sans culpabilité. C'est un site qui est extrêmement important en termes d'écologie, car il fait partie de la trame verte et bleue qui part de l'océan. On va été ce matin jusque sur le bassin d'Arcachon. Nous, l'idée, c'est de sortir des gamins des lieux où ils sont, soit dans les zones rurales qui ne sont pas loin de ce littoral, mais beaucoup de gamins croient que ce n'est pas leur monde, au fait. Ou bien des gens qui viennent des quartiers populaires, et puis beaucoup de classes moyennes, parce que beaucoup, c'est une évasion, c'est un sport qui a toute une connotation qui est environnementale, mais aussi c'est à la mode, au fait. Mais à un moment donné, de dire que c'est possible. Donc c'est un pays du possible. C'est ça aussi qu'on montre avec les gamins. Ça veut dire quand on veut quelque chose, on le peut. C'est du côté un peu messianique à travers le surf, si on peut, et tout ça. Et puis l'idée qui est beaucoup plus importante, c'est aider beaucoup de jeunes à se mettre debout, en fait. Hein. C'est comme dans la vie, quoi. C'est un sport de la réussite. Donc voilà un peu, ça va de surfer un peu sur les vagues. C'est un terrain vague hein, pour les gens jusqu'à avoir une relation très, très, très forte. C'est une planche de salut, au fait, à un moment donné. Donc c'est ce côté qui est beaucoup plus important aussi. Merci beaucoup, Hassan. Merci. L'insertion grâce au surf, la défense d'une culture et d'une identité, parfois également, comme à Anglette, où l'enseignement de la discipline se fait en basque dans un club. Jusqu'au tout dernier jour des vacances d'été, ces apprentis surfeurs se sont adonnés à leur passion, suivant assidûment les cours de leur moniteur. Dans cette école de surf d'Anglette, on enseigne évidemment la technique, mais plus encore. Itsasoa behar da errespetatu eta behar dela irakurri. Espikatzen dugu nola behar den toki egokia atseman, nun badiren baina, korronteak. Et à l'école de surf Huayna, la langue basque a toute sa place, car Iban, Angloy, qui en est le fondateur, aime faire connaître sa langue maternelle et la partager. Entzuten dute deia pixkat euskara gure surf klasetan. Badugu ere egunko hitz euskarazko hitza, egunero ikasten dituzte hitzak ere euskaraz. Baitut ikastolak, baitut ere udaleku, baditut ere partikularak ere. Eta orduan placer handi batekin da maita klaseak euskaraz. Iban, sur son temps libre, entraîne Ochanda qui travaille à l'accueil, à l'école Huayna. Elle prépare son diplôme de monitrice. Ibanekin entrenatzen gira, egin dut urte osoan berekin lana, eta laguntzen dut hemen, eta berak laguntzen hau uretan, eta kontseiluak emaiten, eta ikasteko testa horiek basatzen. Eta oaintipiak biziki zaila dira, eta biziki teknikoa dira. Kotx ona da? Biziki kotxona da. Ochanda passera son diplôme en Bretagne cet automne. Et à Anglette, la saison se poursuivra pour Iban jusqu'en décembre. Anglette, c'est aussi le terrain de jeu de Joël Badina, l'un des tout meilleurs body surfeurs tricolores, ou quand le corps ne fait qu'un avec l'océan. Ce corps-là plongé dans un liquide en subit une poussée d'adrénaline bien supérieure au commun des mortels. Le plaisir, c'est d'aller au fond par mes propres moyens, de se retrouver à batailler dans les vagues, à esquiver, à jouer un peu avec l'océan. Et à en ressortir indemne, le plus souvent possible. En body surf, l'homme seul, avec une paire de palmes, va chercher les grosses vagues et se les coltine en prise directe.
Il a cette lecture, cette fusion, je pense, avec l'océan que personne n'a. C'est un extraterrestre, je pense. Eh bien, allez. Anglet, Pays Basque, une des plages au petit matin, Joël Badina et son pote Rémi Blanc à la caméra ont choisi leur spot. Ils vont flipper les mecs, ils vont se dire putain c'est qui le pro surfeur qui va dans l'eau et tout. Après ils vont me voir et vont faire ah ouais ok. Alors pas de planche, juste le bonhomme en combinaison avec des palmes. Et ici ça peut surprendre. Les bases c'est tout simple, presque. Plus la vague va être creuse, plus on va essayer de se mettre sur le dos pour accrocher. Et plus la vague va être plate, plus on va se mettre sur le torse, sur le ventre pour pouvoir glisser avec de la vitesse. Et ce qui fait un bon body surfer, c'est ça, c'est sa capacité à changer sa position au fil de la vague. Nazaré au Portugal, Puerto Escondido au Mexique, The Wedge en Californie, le Pipeline d'Hawaï, Joël a exposé son corps sur les plus solides vagues du globe. A bataillé dans des paquets de mer de 7 mètres de haut, 1 à 4 heures dans l'eau selon les sessions pour vivre ça. En fréquentant les zones de berme, au fur et à mesure en body surfant, voilà, je croisais pas mal de sauveteurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils sont venus me dire qu'est-ce que tu fous quoi, viens nous rejoindre et tu vas nous aider quoi, parce que là c'est bien beau de faire que du body surf, mais il faut être un peu plus utile à la société quoi, en gros. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. La côte basque en été. Quand on le croise en surveillance de plage parmi les sauveteurs côtiers d'Anglet, on est en droit de se dire que la baignade est plutôt bien gardée. Je me suis dit que ça pourrait être un boulot pour moi en fait. Tout simplement d'aller chercher des gens dans l'eau. Je me sentais capable. J'ai toujours essayé d'approfondir mes compétences en termes de sauvetage aquatique. Depuis 10 ans, Joël Badina est l'un d'entre eux. Il en est vite devenu l'un des tauliers et même une légende. Tout le monde ici parle encore de ce sauvetage il y a 2 ans. Pour moi, c'était un des moments les plus intenses de ma vie. Clairement. Des jet skis de location en perdition dans une mer démontée au large d'Anglet. 19h30. Une femme se retrouve à l'eau dans des creux de 4 mètres. Joël Badina va la chercher à la nage avant l'arrivée des secours motorisés. Il n'y avait que lui pour y aller ce jour-là, quoi. Sinon, il faut des jets, il faut des machines. À la nage, il n'y avait que lui. Rien que pour passer, pour déjà avoir l'idée de se mettre à l'eau, voilà, il n'y avait que lui. Ouais. On s'est accroché, on a pris des bouillons à chaque fois. Si tu veux, moi j'ai essayé de rester calme, je l'avais dans les bras et c'était quitte ou double quoi. 20 minutes de lutte. Alors que le ressac l'empêche de sortir, aidé au bord par des badauds, il ramène la victime in extremis et saine et sauve. Franchement, on n'est pas passé loin de la catastrophe. J'aurais pas eu l'expérience que j'avais dans les vagues. Le sauvetage, il se serait pas fait. D'une manière ou d'une autre, Joël passe son temps à regarder la mer, ou plus précisément, à lire l'océan. Des heures à observer, à choisir l'endroit et le moment juste pour sauver les autres ou pour son plaisir. Et ensuite y aller seul, là où personne n'irait sans assistance. C'est là où on se sent vivant parce qu'on fonctionne avec notre instinct primaire, l'instinct de survie. Ça permet de mieux se connaître, de gérer ses réactions, de gérer son stress. Et on peut le rapporter aussi à la vie quotidienne. Donc tout ça fait que c'est hyper intéressant aussi. Toujours à la limite, mais tout en maîtrise. À ce jour, il est probablement l'humain le plus proche du dauphin. À la fois solitaire et altruiste, l'enfant d'Anglet connaît son territoire. Il fait corps avec lui, comme personne. Le sauvetage, c'est aussi parfois le quotidien des surfeurs. Une grande enquête internationale vient ainsi d'être lancée pour mesurer l'importance de ces véritables vigies de l'océan. Son responsable pour la France, c'est un chercheur surfeur, Geoffrey Dehaze. Bonjour, merci de nous recevoir ici, là où vous travaillez aujourd'hui. D'abord, en quoi consiste cette étude sur laquelle vous collaborez? Sur les 600 qui ont répondu à l'enquête, la moitié, donc un tout petit peu plus de la moitié, c'est énorme, a au moins une fois dans sa vie porté assistance à quelqu'un. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de gens qui déclaraient l'avoir fait, quoi, parce que ça veut dire que ça arrive souvent. Et ça veut dire que ça arrive souvent, et ce genre d'informations, en plus la façon dont on les collectait,
c'est globalement une information qui sort complètement des radars, parce que c'est des sauvetages qui sont faits hors saison, des gens qui ne sont pas pris en charge par les secours, et donc il n'y a aucun suivi statistique là-dessus, quoi. Donc ce phénomène, il est encore plus surprenant de ce point de vue-là, parce qu'on n'a aucun moyen de vraiment mesurer, on n'avait aucun élément de comparaison avant ça, quoi. À quoi elle va servir cette étude? Est-ce qu'il y a une volonté d'impliquer peut-être un plus grand nombre dans les récupérations de nageurs en difficulté à l'océan, ou c'est juste faire un constat en disant, ben voilà, il y a réellement ce phénomène-là chez les surfeurs, régulièrement ils récupèrent des baigneurs? Alors déjà, à la base, donc c'est une étude qui est portée par des chercheurs, donc c'est pour répondre à un besoin de connaissance. Vraiment mettre en visibilité un phénomène qui n'existait pas. Essayer de le quantifier de la façon la plus rigoureuse possible, hein, encore une fois, combien sauve, qui sauve, où ça se passe, comment ça se passe, etc. Donc ça, je dirais, c'est vraiment l'objectif numéro 1, qui est tout à fait louable, hein, et qui est très important. Après, l'étape de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces enseignements-là, du point de vue organisation des secours, je pense que c'est une autre question qui est liée, hein, mais c'est une autre question. Et en plus, j'ai découvert que porter assistance avec une planche de surf, il y a aussi des techniques bien particulières. Façon de mettre sa planche, poser la victime dessus d'une certaine façon pour la retourner bien comme il faut. Et ça, si on ne vous l'apprend pas, vous ne pouvez pas l'imaginer, quoi. Alors, la Fédération française de surf, depuis le printemps, met en place des modules, depuis l'été dernier même, en termes de sauvetage, pour expliquer justement ce que vous disiez. Chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, ça passe par les clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette côte, notamment aquitaine que l'on a, les dangers de l'océan, c'est facile à dire, mais est-ce qu'on doit forcément, ou on peut faire beaucoup plus en matière de pédagogie? Il faut continuer à communiquer, à informer, à expliquer, à surveiller aussi, hein, enfin, ça fait partie. Et puis, mais il y a aussi le comment on le fait, quoi. C'est pas la question de balancer des prospectus, voilà, enfin, quel message on donne, à qui on le donne. Et c'est une vraie question supplémentaire parce que, par exemple, si on reste sur le cas des surfeurs, comment est-ce qu'on touche? Les surfeurs, c'est pas évident. On sait qu'il y a une minorité, là dont vous parliez du programme de la Fédé, qui est super, mais on sait qu'il n'y a même pas 10% des surfeurs qui surfent aujourd'hui qui sont affiliés à la Fédé. Donc, comment toucher ces 90%-là? C'est pas évident, quoi. Merci beaucoup pour toutes vos explications et bonne continuation pour cette étude qui n'est pas encore terminée, qui est en cours. Merci, à très bientôt. Merci. À la ville, il est kiné, sinon il surfe plutôt bien. Signe particulier, Thomas est non-voyant. C'est le portrait de cet Olatua. Tout est question de perception. Sur la planche de Thomas, voilà ce que vous verriez. Et voilà ce que Thomas voit. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Je suis juste... S'il y a à faire gros soleil, je vais voir plus lumineux. S'il fait très sombre, je vais voir moins lumineux. Mais visuellement, il n'y a rien. Sur la plage de Lacanau, Thomas trouve la parade à sa rétinite pigmentaire grâce à l'association Sea Surf. Plus qu'un jeu de mots, une symbiose avec ses bénévoles en blanc. Eux seuls voient les vagues, alors ses anges gardiens guident et donnent le top départ. Donner de la voix pour montrer la voie. Moi, Thomas, je le vois comme un sportif. Là, en fait, on va dire que la situation de handicap dans l'eau, on s'en aperçoit même pas parce que déjà, Thomas, il évolue comme un poisson dans l'eau. Il est autonome. Non, on sert pratiquement à rien là sur l'eau. C'est un compétiteur, c'est un gars qui en veut. Alors, c'est sûrement une part de folie. Moi, je trouve pas ça fou de vivre ses envies, ses rêves et ses désirs. Let's go! Nice! Le plus fou, c'est qu'un an après son premier cours, Thomas devient vice-champion de France de parasurf, catégorie non-voyant, à 43 ans. Je me suis vraiment mis au surf suite à un rêve. J'avais juste ce souvenir d'être allongé sur une planche et prêt à me mettre debout pour surfer une vague. Premier cours de surf, il s'est passé un truc, il y a eu une révélation. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de situation de handicap, c'est la liberté. Entre deux séances de surf, Thomas se rend avec son chien Jim Coy chez ses patients. Salut, bonjour Thomas. Comment tu vas? Mieux depuis que tu es là. Ah super, je suis content. 17 ans qu'il est kiné. J'aime pas comment tu fais pour te coincer à chaque fois pareil. Ouh, ça pique là. Ah mais à chaque séance il me tue. Mais après je revis. Il peut voir des choses que d'autres ne voient pas. Un jour, Thomas a soigné Priscilla,
Et depuis, elle est devenue non seulement sa femme, Bouge d'égout, attention. Bouge d'égout, attention. mais aussi un peu la coach du roi de la glisse. Je suis contente parce que il dépasse ses limites et il se pose pas de questions, il n'y a pas d'obstacle. Pour moi, ça me fait travailler le cardio. Et oui, je suis content de faire ça en famille parce que c'est un moment de partage. Le partage aussi lors du Lacano Pro. 2 surfeurs professionnels, Thomas Debière et Maud Lecar, acceptent l'invitation de l'association Sea Surf Ça va? Oui, toi? pour se mettre dans la peau Salut, très bien. d'un surfeur non-voyant. Des lunettes complètement opaques pour se prêter au jeu. Je vois rien, c'est normal? C'est normal, complètement normal. Et c'est pas gagné. Alors, vous n'étiez pas très bon là. C'est quand même super compliqué, ouais. Ah, mais j'ai galéré, j'ai grave galéré. Vraiment, ils ont un mérite de fou. Parce que les vagues, c'est quand même. Ça peut faire peur quand on les voit pas et franchement, ouais. Dans notre rubrique à 360, gros plan sur l'e-foil, ou le foil version électrique, découverte. Bonjour, moi c'est Nawel. Moi, c'est Romain. Voilà, nous sommes sur notre base d'initiation et au test à la pratique de l'e-foil. Donc depuis 3 ans maintenant, c'est notre 3e saison. Et nous avons été les précurseurs sur le développement de l'e-foil en France. Et là, on va vous expliquer avec Romain comment pratiquer le e-foil. On est parti. On est sur l'initiation. Je suis sur une planche d'initiation au e-foil pour débutants. Donc voilà, je suis sur ma planche, je suis à genoux, j'ai un filet de gaz. Je vais mettre mon pied avant, à l'avant de la planche. Je me mets mon pied arrière. Le pied avant toujours face, toujours ouvert, avec les épaules bien face, bien ouvertes. Ça, on raille d'une aile. Et là, j'accélère progressivement, tout doucement, en appuyant sur ma jambe avant, avec le genou bien au milieu du torse. Et là, j'accélère et j'appuie sur l'avant, j'accélère, j'accélère. J'accélère encore un peu. Je stabilise ma vitesse. Voilà, on a quelques petites vagues, rien de dérangeant. Alors, je suis décontracte. C'est ça le petit truc. Il faut être décontracté pour le e-foil. Et là, je vais commencer à reculer un tout petit peu sur ma planche pour me mettre au niveau de l'aile, juste au-dessus de l'aile. Et là, hop là, je décolle tout doucement, progressivement. Et là, je vole. Et donc là, j'ai stabilisé mon vol, je vole très haut. Là, j'ai sorti la petite hélice de l'eau. Alors, j'ai rebaissé un peu la vitesse. Et là, je suis stable. Je vais faire un petit tour. Alors un petit carve sur la gauche là, en backside, hop, et j'accélère un petit peu pendant mon carve, hop, l'histoire de tourner, tout tranquille. Et on peut faire la même chose sur l'intérieur, hop, en frontside. Alors on va appuyer un peu plus sur la jambe arrière, on accélère toujours aussi. On tourne toujours la tête pour regarder là où on veut aller. C'est le regard qui fait tout, dans tous les sports de glisse. La petite difficulté au début dans le e-foil, c'est de se décontracter, d'être relâché, le haut du corps, des hanches aussi, parce qu'après, vous voyez, dès qu'on met un petit peu de vitesse, j'ai qu'à appuyer, reculer les hanches sur l'arrière et mettre les hanches à l'avant. Les hanches à l'arrière, ça va me faire monter la planche en hauteur. On peut très bien voler très doucement, comme mettre de la vitesse et envoyer un peu du lourd, quoi. Après, c'est juste une question de ressenti. On ressent l'aile sous ses pieds, on appuie dessus, on peut la pomper comme un surf foil. Mais c'est beaucoup plus facile le e-foil, on a l'assistance électrique qui fait tout, quoi. Alors moi je kiffe cette sensation de vol, de liberté, de légèreté. Et là je suis avec Cédric qui lui est sur une planche, une petite 3.8 qui est très c'est pour les gens qui raillent déjà vraiment bien. Et puis en fait c'est du kiff, quoi.
C'est la fin de cette Olatua. Merci d'avoir suivi cette émission mise en image et réalisée par Olivier Prax, montée par Christophe Varonne. On se retrouve dans un mois, début novembre. D'ici là, portez-vous bien et profitez de l'été indien.